Bonjour à toutes et tous. On va commencer, reprise post-déjeuner, on va faire un peu de droit. C'est un défi, mais ça va bien se passer. On va essayer de rendre cette thématique ô combien importante, dynamique. En tout cas, voilà, c'est l'enjeu. Je vais évidemment passer sur mon ordinateur maintenant et peut-être me présenter d'abord. Voilà, donc je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation à intervenir sur ce sujet ô combien important. Je m'appelle Stéphanie Lecam, je suis maître de conférence à l'Université Rennes 2, spécialiste de droit de la propriété intellectuelle. Et je vais aussi vous parler avec une autre casquette, parce que je dirige un syndicat d'auteurs et autrices du livre, dont on imagine qu'ils sont très impactés par l'intelligence artificielle générative de contenu. On a parmi nos membres des traducteurs, des illustrateurs, des auteurs et autrices de bandes dessinées qui sentent déjà les impacts pour leur métier de la création. Et donc, évidemment, si on tire sur les fils, ça pourrait avoir, je sais pas, un impact aussi sur vos professions. En tout cas, une réflexion collective qu'on pourrait mener sur ces enjeux et ces responsabilités en droit d'auteur. Peut-être préciser aussi que j'avais en fait envie et dans l'idée de faire plutôt, pas une conférence classique, parce qu'en fait, c'est un sujet qui nécessite, je pense, une réflexion collective et surtout des échanges. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez envie de poser des questions. N'attendez pas que je vous... voilà, je m'adapte. Je vous remercie en tout cas de votre attention. L'idée, c'était d'abord de vous présenter les enjeux principaux les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle. Mais moi, je m'intéresse vraiment uniquement aux IAG génératives de contenu synthétique. Alors soit parce que vous êtes pour le coup créateur de contenu et donc vous serez peut-être intéressé de savoir comment est-ce que ces contenus, quand ils sont synthétiques, donc 100% réalisés par l'IA ou peut-être un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, réalisés par vous aussi. Et dans ce cas, peut-être ce sont des produits hybrides, voir comment est-ce qu'on les traite juridiquement, voir comment est-ce que tout ça était possible aussi. C'est-à-dire que finalement, quand on y pense, on est là, nous, face à des modèles d'IAG qui nous proposent des produits qui viennent directement en concurrence avec le travail de nos artistes. Et c'est important de savoir, quand on met les mains dans le cambouis, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et c'est d'abord et avant tout des enjeux de propriété intellectuelle. Il y a plein de boutons. J'ai envie d'appuyer au hasard sur l'un d'eux. C'est une première option. Mais je ne sais pas du tout. Je pense que c'est ça. Ah, mais c'est parfait en fait. Merci. Vous êtes top. Et vous êtes attentifs déjà. Vous ne vous êtes pas encore endormis. Donc voilà, principaux enjeux juridiques de l'IA. D'abord, peut-être rappeler que c'est un pas de côté, hein, je vous demande de faire, mais c'est de rappeler que au moment de l'entraînement de l'intelligence artificielle, il y a évidemment des questions de droit d'auteur qui se posent, puisque lorsque l'IA utilise, l'IA pour fonctionner, pour vous proposer des contenus synthétiques, a besoin d'une quantité astronomique de données, et parmi ces données, il y en a certaines qui sont protégées au titre du droit de la propriété intellectuelle. Alors, de facto, on se pose la question de savoir s'il est possible, sans manquer de respect au droit fondamental qui est celui de la propriété intellectuelle, de prendre ces données en vue d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle. La réponse, elle n'est pas évidente, parce que certains développeurs nous expliquent qu'en réalité, on aspire des données, mais on ne les reproduit pas au sens où nous, on entend la notion de reproduction en droit de la propriété intellectuelle. Et certains n'hésitent pas à dire qu'il n'y a pas d'acte de reproduction. Autrement dit, il n'y a pas besoin de demander leur autorisation aux titulaires de droit, aux auteurs ou aux éditeurs, par exemple, quand il s'agit de livres, pour pouvoir aspirer leurs données en vue de procéder à un entraînement d'une IAG. Alors, c'est quand même quelque chose qui est assez discuté, et notamment au niveau de l'Union européenne, puisque figurez-vous qu'on a décidé en 2019, bien avant que les modèles d'IAG qu'on connaît dans leur forme aujourd'hui, je dis bien avant parce que j'ai l'impression, moi, je fais une parenthèse, que la temporalité de l'IA est tellement folle que 2019, on était à la préhistoire, quoi. Et en 2019, on a décidé de mettre en place une directive au niveau de l'Union européenne, qui est une directive droit d'auteur, qui a intégré des exceptions au droit d'auteur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ou absolument pas? Un petit peu, certains font oui, mais certains font non. Donc je pense que je vais prendre le parti de vous réexpliquer ce que sont ces exceptions, et puis ensuite je vais développer. Donc si vous regardez bien, ça
questionne quand même la fabrication de la norme, puisqu'on est en 2019 quand on met en place une exception dite Text and Data Mining, alors que finalement les modèles d'IAG qu'on voit aujourd'hui émerger depuis 3 ans et qui nous convainquent qu'il faut réguler, sans doute, sont arrivés en 2022. Enfin, moi, j'ai été interpellée personnellement par mes auteurs illustrateurs en juillet 2022 quand ils ont vu débouler Midjourney, et un peu plus tard, en décembre 2022, avec l'arrivée de ChatGPT. Donc, si vous voulez, même si on sait que l'IA est beaucoup plus ancienne, dans son format tel qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'elle est en termes de génération de contenu, c'est arrivé a posteriori, c'est-à-dire qu'on a légiféré avant, et peut-être déjà trop tard. 2019, on met en place une exception au droit d'auteur. Une exception d'auteur, vous en connaissez plein, l'exception de copie privée, l'exception le droit de prêt. Vous savez que vous pouvez copier de façon privée des œuvres de l'esprit. Et il y en a tout un tas, comme ça, on peut faire des parodies des œuvres sans engager sa responsabilité pénale et civile, puisque je vous rappelle que si vous portez atteinte au droit d'auteur, vous êtes un contrefacteur. Et donc, en regard du droit d'auteur, vous engagez votre responsabilité pénale. C'est quand même 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et puis, c'est aussi des dommages et intérêts qu'on verse aux ayants droit qui ont subi un préjudice du fait de cette atteinte que vous portez à leur propriété intellectuelle. Et en 2019, eh bien, la directive de l'Union européenne vient apporter 2 nouvelles exceptions au droit d'auteur pour permettre à des personnes, physiques ou morales, de procéder à la fouille des données. Et donc, c'est vraiment sur ce fondement juridique qu'aujourd'hui les principaux acteurs de la tech viennent justifier leurs entraînements. Ils expliquent qu'en raison de l'exception TDM, ils ont tout à fait la possibilité de prendre des données en vue d'entraîner des modèles d'IAG. Il y a quand même une réflexion qui est en cours, et donc je ne voudrais pas que vous partiez de là en ayant la certitude que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur le net en vue d'entraîner vos propres modèles d'IAG, puisque le droit rencontre en ce moment des difficultés d'application qui nous font penser que peut-être il fera l'objet d'une révolution, en tout cas d'un questionnement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y a un contentieux en cours qui peut-être nous donnera une réponse, mais pas rapide, donc il va falloir être patient. Là, je vais être un petit peu, on navigue en eau trouble, dans des barques à rames, et je peux vous assurer que les questions juridiques sont beaucoup plus importantes que les réponses. Pour faire simple, cette exception TDM, elle est garantie pour l'auteur fonctionner à l'aide d'un garde-fou qu'on appelle l'opt-out. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Là, j'ai l'impression que personne n'en a entendu parler. En gros, l'opt-out, c'est le renversement du droit d'auteur. Normalement, quand vous voulez utiliser mes œuvres, vous devez me demander l'autorisation. En matière d'exception TDM, on va présumer que vous êtes d'accord. Mais si vous ne souhaitez pas qu'on vienne fouiller vos données, vous devez exprimer votre droit de réserve. C'est ce qu'on appelle l'opt-out. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous aviez un portefeuille sur lequel il fallait noter « ne pas prendre » sans mon autorisation, vous voyez, alors que, de facto, bon, a priori, il y a une présomption que parce que c'est votre portefeuille, je n'ai pas le droit d'aller fouiller dans votre portefeuille. Mais là, c'est l'inverse qu'on met en place. C'est un mécanisme, si vous voulez, qui consiste à dire aux auteurs, vous êtes responsable de vos données. Si vous ne voulez pas qu'on vienne les aspirer, prévenez toute personne qui va utiliser ces données pour lui dire interdiction d'aspirer. Alors, le problème de cet opt-out, c'est qu'il ne fonctionne pas. Alors, pour plein de raisons que je vais exposer rapidement en 2 minutes. La première raison, c'est qu'on n'a pas accès aux bases de données, qui sont la propriété de ces entreprises de la tech. Si bien que, si vous voulez, matériellement, si j'opt-out sur l'ensemble de mes œuvres avant de les diffuser sur le net, je, n'ayant pas accès aux bases de données, ne peux pas vérifier si on a respecté mon droit de réserve. C'est quand même très particulier, mais c'est une véritable problématique. Du reste, on a fait l'expérience sur une base de données qui a accepté justement d'être un peu plus transparente avec un auteur qui s'appelle Frédéric Maupomet, qui est l'auteur de cette superbe série de BD que je vous invite à regarder. C'est une petite promo pour mon ami Frédéric Maupomet, qui a écrit cette série de BD et qui, lui, a opt-out partout dès 2022 pour s'assurer qu'on ne vienne jamais aspirer ces données. Et pour autant, figurez-vous qu'il retrouve encore ces données dans les bases de données. Alors pour quelle raison? C'est tout simple. Parce qu'il y a des enseignants géniaux
qui font des études superbes avec leurs élèves dans des cours et qui vont justement utiliser les photographies des ouvrages qu'ils vont étudier en classe, les diffuser éventuellement sur un blog pour dire ça c'est franchement chouette, c'est mon coup de cœur et je vous le recommande fortement. On a des libraires hyper engagés qui nous font aussi des coups de cœur un peu partout, des éditeurs qui sont obligés de faire leur communication. Enfin, je veux dire, on est en fait un peu obligé aussi de visibiliser notre travail si on veut être vu par nos publics. Et donc, si vous voulez, c'est un peu l'effort de l'un annihilé par les failles des autres. Et pour autant que ça existe, vous voyez, on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, quoi. Donc là, c'est tout à fait... Enfin, on a retrouvé 50 fois sa couverture. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez sur l'image, vous voyez, c'est un blog d'un enseignant, c'est le blog d'un libraire. Enfin, et c'est ça, en fait. Donc, on s'oppose, mais ça ne sert à rien de s'opposer puisque les données sont tellement en train de circuler qu'à un moment donné, elles vont finir par être accaparées. Donc, si vous voulez, on en est là juridiquement. On se pose la question de savoir si finalement cette exception TDM, je reviens un tout petit peu en arrière, promis, après il y aura plein d'images et ce sera vachement plus vivant. Je finis sur le point technique, mais c'est important parce que tout part de là. Cette exception, puisque le garde-fou opt-out ne fonctionne pas, on se dit, mais en fait, est-ce qu'elle est équilibrée? Et c'est tous les enjeux qu'on va avoir justement au plan juridique, que ce soit au niveau de l'Union européenne, mais aussi en ce moment même en France, où on a commencé à lancer des concertations entre les développeurs de la tech et les entreprises, les ayants droit culturels. Pardon. Voilà. Alors forcément, là, je suis, vous voyez, déjà un tout petit peu après. Là, on a vu ce qui va entrer dans la bécane. Hein. L'input, vous voyez, soulève déjà des questions. Est-ce qu'on peut tout... moi, j'aurais tendance à considérer que l'exception n'étant pas équilibrée, puisque l'opt-out ne fonctionne pas, il faut revenir à un système d'autorisation. Et donc, non, on ne peut rien utiliser sans l'autorisation de l'auteur. Je pense qu'en fait, il faut, pour plus de prudence, partir du postulat qu'on est finalement sous l'empire de l'opt-in. Ça veut dire qu'en fait, il faut respecter les droits d'auteur et on ne peut pas aspirer comme ça, sans le consentement des auteurs, leurs données. Il y a un autre sujet qui est évidemment capital, c'est ce que va générer le modèle d'intelligence artificielle et la manière dont ça peut aussi soulever des questions de responsabilité civile ou pénale. Là, je vous ai mis un exemple avec des illustrations qui ont été générées par Midjourney sur la base d'un prompt hyper simple. Vous reconnaissez Thanos d'un côté et Dune de l'autre. Enfin, ce sont des personnages que vous avez peut-être déjà vus. Si on s'amuse à faire une comparaison avec des images qui existent par ailleurs et qui ont été réalisées par des humains, la ressemblance est quand même suffisamment probante pour nous faire penser que le produit généré en output est aussi constitutif d'une contrefaçon. Alors c'est important parce que on n'a pas... Bon, là, je vous ai mis des personnages connus, donc forcément, vous les avez reconnus, mais on peut aussi imaginer que certaines générations d'images porte atteinte à un droit à l'image d'une personne qu'on ne connaît pas du tout. Je veux dire, vous pouvez tout à fait générer une image et puis sans savoir, en fait, c'est le ministre de la Justice hongrois. Vous savez à quoi il ressemble, vous, le ministre de la Justice hongrois? Ben, moi non plus. Donc, en fait, c'est le risque aussi dans l'utilisation de ces IA génératives de contenu, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il sort, bah, c'est probablement de la contrefaçon, un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Et ça, la question de la responsabilité, elle se pose, parce qu'à un moment donné, quand on utilise un contenu qui a été généré par une IAG, qui est responsable? Est-ce que c'est vous l'utilisateur ou est-ce que c'est le modèle d'IAG qu'on peut poursuivre parce que, oh là là, le vilain, il nous a généré des produits synthétiques qui sont contrefaisants? C'est clairement la responsabilité de l'utilisateur qu'on va aller chercher à identifier juridiquement. Donc, il faut être prudent. Là, je vous ai mis des trucs marquants, mais en fait, on n'est pas à l'abri que ça puisse générer autre chose. Alors, là, je vous ai fait une parenthèse, mais on a quand même de plus en plus d'IAG qui viennent clairement afficher leur capacité à générer des contenus contrefaisants. Parce qu'on pourrait avoir une réflexion autour de ça, c'est « je ne savais pas que c'était interdit ». D'accord. Mais en même temps, là, quand on arrive avec un usage qui a vocation clairement à faire des photographies de Britney Spears jeune, je vous assure que ça existe ce truc. Enfin, je ne sais pas qui a eu l'idée de lancer ce machin, mais bon,
enfin, vous voyez, la présomption de culpabilité, elle est quand même assez forte, quoi. Je sais que ça n'existe pas en tant que tel dans notre droit pénal, mais enfin, vous ne pouvez pas ignorer que c'était quand même un tout petit peu problématique au regard du droit de la propriété intellectuelle. Alors, il se pose d'autres questions, c'est-à-dire qu'on peut ensuite questionner le régime juridique de ces produits synthétiques. On va faire un sondage. Est-ce qu'à votre avis, le texte que vous faites générer par Gemini ou j'en sais rien, moi, Mistral, peut être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle? Qui part du principe que oui? Il y en a quelques-uns qui lèvent la main? Ouais, on pourra en discuter après. Qui part du principe que ça échappe complètement au droit de la propriété intellectuelle? Vous êtes un peu plus nombreux à lever la main. Qui ne se prononce pas? Ouais, c'est très compliqué. Bon, on va essayer de réfléchir ensemble, parce que moi-même, je n'ai pas la réponse, si vous voulez. Enfin, je l'ai théoriquement, mais je ne l'ai pas en pratique. Voilà. Alors, on va juste faire un petit rappel du b.a.-ba en droit d'auteur. La propriété intellectuelle, on l'attribue à quelqu'un à partir du moment où l'œuvre de l'esprit est une œuvre de l'esprit. C'est quoi une œuvre de l'esprit? Vous allez voir, c'est très romantique. Le droit d'auteur est très romantique. L'œuvre de l'esprit, c'est le prolongement de votre personnalité. C'est beau, hein? C'est une création de forme qui incarne votre personnalité. Alors, ça implique quand même des sous-conditions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très forte personnalité, on peut avoir une personnalité un peu relative. Il n'empêche que parce que c'est notre personnalité qu'on exprime dans cette œuvre de l'esprit, à ce moment-là, ce qu'il en résulte, ça va être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Alors, il en résulte que, oui, il y a, je sais pas, 50 films de Noël qui sortent par an, et pour un peu qui se ressemblent un tout petit chouïa, il y a simplement, oui, c'est vrai, souvent les films de Noël se ressemblent, et pour notre plus grand plaisir, mais je pense que chaque réalisateur pourra quand même expliquer qu'il a fait des choix personnels, alors, qui justifieront qu'il n'échappe pas au droit de la propriété intellectuelle. Vous voyez, si je vous demande de visualiser dans votre esprit une nature morte, vous l'avez. Bon, en fait, elle se ressemble par des caractéristiques principales, générales, mais il n'empêche que chacune, parce qu'elle est l'empreinte de la personnalité de quelqu'un, pourra être protégée au titre du droit d'auteur. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste demander, avant que vous posiez votre question, parce qu'apparemment, il faut enregistrer les questions, monsieur. Vous pouvez... ou je la reformule, et puis ensuite, je vous y réponds. Allez-y, je vous écoute. Oui. Si je formule moi-même le prompt qui va interroger l'IA générative de texte, alors c'est mon œuvre intellectuelle. En revanche, si je dis le prompt de quelqu'un parce qu'il fait des super coups, là, évidemment, Alors, je vais reformuler votre question pour l'enregistrement. Vous me demandez donc de savoir si le fait d'être à l'origine de votre propre prompt peut vous permettre de revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur le contenu synthétique versus vous reprenez le prompt de quelqu'un et donc quid du régime juridique qui s'appliquerait au résultat. Alors, ça me fait quand même refaire un pas de côté pour vous répondre. Est-ce que déjà le simple fait de faire un prompt, ça fait de vous l'auteur du contenu synthétique? Je vais juste finir sur mes histoires de droit d'auteur, vous allez comprendre tout de suite. Faire une œuvre, c'est être capable d'expliquer chaque orientation qui nous permet d'aboutir au résultat dont on revendique la protection, dont on revendique la paternité ou la maternité, l'attribution en tout cas. Le problème d'un prompt, c'est quoi? C'est que c'est une succession de mots, même s'il est hyper élaboré, qui fait 48 lignes, et que vous y avez mis tout votre cœur, en réalité, je pense, on a des spécialistes du développement informatique ici qui pourront peut-être amender, corriger, mais je pense qu'ils pourront difficilement contester ce que je vais dire. Vous aurez du mal à justifier comment du prompt, l'IAG vous propose exactement cette illustration, ce texte, ce contenu synthétique. Il y a une part de hasard entre le moment où vous promptez et le moment où vous avez votre résultat qui est tellement grande, qui, à mon avis, mais encore une fois, ça reste qu'un avis de juriste,
ne vous permettra pas de revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur ce qui va être généré en output par l'IAG. C'est-à-dire que même si vous dites, voilà, je veux un guépard qui se promène en Andalousie et qu'on retrouve un peu d'Andalousie, un peu de guépard dans le produit synthétique, en fait, l'étape, le cheminement intellectuel n'est pas le vôtre. Et le produit synthétique ne peut pas faire l'objet d'une appropriation par vos propres soins. À mon avis, c'est ça qu'on va entendre par les premières juridictions qui se prononceront sur ces questions. Attention, vous voyez bien, là, je suis quand même dans un discours hyper polarisé, où vous avez d'un côté, je prompte, mais je ne peux pas revendiquer un droit d'auteur, versus, je n'ai pas utilisé IA, donc je suis forcément propriétaire des œuvres que j'ai créées moi-même. Il va y avoir un intermédiaire. C'est-à-dire que si je fais générer une illustration, mais qu'ensuite, avec l'aide d'outils mécaniques, je procède à un certain nombre de modifications au point d'être capable d'expliquer chaque orientation, chaque choix qui a été fait de façon délibérée, peut-être qu'on serait face à un produit un peu hybride qui posera la question de la protection au titre du droit d'auteur. Mais je peux vous assurer que ça ne va pas être mince à faire et que face à vous, qui va se déterminer compétent pour pouvoir répondre à cette question? C'est un magistrat. Ce sont les magistrats. Donc, on risque d'avoir des décisions un peu différentes d'une part, de part et d'autre, et il y a quand même un grand risque d'insécurité juridique. Voilà. Alors, en fait, c'est très compliqué ces questions-là. En France, comme vous l'avez dit, on a le droit d'auteur, on a des exceptions au droit d'auteur qui sont... Voilà, il va falloir d'ailleurs revoir un petit peu ces exceptions parce qu'aux États-Unis, ils ont le fair use, enfin, ils vont, voilà, cas par cas, statuer, etc., etc. Sur la question d'image, moi, ça me fait poser beaucoup de questions. Alors, dernièrement, j'ai assisté à un truc où la conférencière nous expliquait en fait que pour recréer des images d'archives, des images d'histoire, on n'a pas d'images, par exemple, je dis n'importe quoi sur des guerres au Moyen-Âge, je dis n'importe quoi, et les artistes, enfin, avec des historiens, etc., ils ont fait jusqu'à 600 prompts pour arriver à générer des images, en fait, des photos qui vont nous permettre de voir un petit peu, voilà, comment ça s'est passé. C'est qui ici le créateur? Enfin, c'est des questions très compliquées, en fait. Aujourd'hui, en pratique, on n'a pas de réponse. En théorie, moi, je suis d'accord avec vous qu'une création intellectuelle, c'est une création de l'esprit, etc., etc. Mais en pratique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les éléments de réponse que nous avons aujourd'hui? Alors, il y a quelques décisions qui vont émerger, mais qui vous diront que c'est pas grave. Si c'est un produit synthétique, il sera traité comme tout produit synthétique qui échappe au droit de la propriété intellectuelle. Il y en a un paquet. Enfin, je veux dire, tous les biens qui nous entourent ne sont pas tous protégés au titre du droit d'auteur. Donc ça veut dire qu'en fait, ce seront des produits qui seront soumis aux règles du marché libre, telles qu'on les connaît, avec éventuellement la possibilité d'assigner sur le fondement de la concurrence déloyale, parce qu'on pourrait se dire quand même, là, vous vous êtes inscrit dans une forme de parasitisme Mais ce ne sera pas une question de droit d'auteur, c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut imaginer 500 photographies actuellement qui échappent déjà au droit d'auteur. Vous savez, toutes les photographies d'actualité, les photographies qui sont des photographies de publicité, ne sont pas protégées pour une grande partie par droit d'auteur. Et ça n'empêche pas qu'elles aient une valeur économique et qu'elles soient traitées comme des biens ayant une valeur économique. Donc, c'est juste que on ne sera pas sur un régime de droit d'auteur. Si vous voulez, la question que je me pose, moi, en parallèle, c'est... Quid de l'avenir d'un droit de propriété intellectuelle à partir du moment où les ouvrages protégés vont être submergés par les contenus synthétiques qui ne le seront pas? J'ai fait une expérience sur Adobe Stock pour demander simplement au moteur de recherche de me trouver des photographies de Tiny House. Il en est apparu 177 000. C'est beaucoup. J'ai coché seulement celles qui sont générées par des humains, si tant est que il en sortent uniquement des illustrations parfaitement réalisées par les humains, on peut douter. Il en restait plus que 40 000. Donc ça veut dire qu'on est déjà au stade où les contenus synthétiques sont bien plus importants sur le net que les contenus humains. Donc ça veut dire qu'on est là face à un vrai souci pour le droit de la propriété intellectuelle. Si notre enjeu, c'est de protéger l'originalité et que celle-ci n'est plus visible, quid demain du régime de protection pour nos artistes et nos auteurs? C'est un vrai enjeu de société. Voilà.
Et puis surtout, ça aussi, ça invite à considérer la valeur de notre propre travail. C'est-à-dire que moi, là, je suis en train de vous faire une conférence qui, pendant longtemps, était protégée au-dessus du droit d'auteur. Si demain, vous me remplacez par un robot et que vous faites les slides uniquement par de l'IA, à quoi ça sert, en fait? Enfin, la plus-value, elle sera peut-être dans la tonalité, mais est-ce que je pourrais encore revendiquer des droits de propriété intellectuelle et vous opposer à mon droit d'auteur pour ne pas vous permettre de reproduire ce que je suis en train de vous donner là aujourd'hui, voyez? Donc, c'est un vrai enjeu. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Vous avez parlé du fair use. Le fair use, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent des exceptions que je vous ai données version américaine. C'est en copyright américain. Et là, il y a des décisions intéressantes qui sont sorties et qui vous disent justement que le fait d'entraîner... Oui, tout à fait. Le fair use, en tout cas, a été considéré comme pouvant valider ces processus d'entraînement en vue de nourrir une IAG. Donc, ce n'est pas forcément une décision qui nous rassure. Là, simplement, il a été question de... je vais passer ça. Là, il a été question, si vous voulez, justement, de voir si déjà le fair use en lui-même était protecteur. Et a priori, les premières décisions ne sont pas rassurantes. Je voulais aussi, mais vraiment en 2 secondes, vous dire aussi d'autres enjeux juridiques, peut-être que vous n'avez pas du tout à votre connaissance et qui pourtant sont intéressants pour le juriste. On se fait des grandes réunions, on parle de tous les enjeux juridiques et c'est super, on s'amuse. Mais en gros, oui, ça va aussi avoir des impacts en matière de TVA. Je veux dire, si je fais générer un bouquin entièrement par une IA, est-ce que celui-ci est considéré comme un livre en regard des règles de droit fiscal? Est-ce que c'est encore un bien d'exception culturelle? Est-ce que je dois le financer avec les aides du CNL? Est-ce que je le soumets à une TVA à 5,5, etc., etc., etc. C'était une petite balle que je vous envoie et que vous allez ressaisir au bon, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, que les juristes sont très contents parce qu'ils seront peut-être un jour remplacés par l'intelligence artificielle, mais ils ont encore quelques belles années devant eux pour essayer de répondre à ces questions. Et puis, peut-être un mot ou deux encore sur l'impact pour les métiers de la création. Il me reste du temps, mais je voudrais aussi qu'on ait un échange et que vous puissiez poser des questions en fonction de vos usages à vous. Parce qu'évidemment, je suis sûre que je réponds à côté pour ce qui concerne cette présentation, mais que je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur des besoins très précis. Évidemment qu'on questionne la légitimité du rôle et le rôle des auteurs en ce moment. Je vais vous donner des exemples très concrets qu'on voit aujourd'hui apparaître. En matière de traduction, on a des éditeurs qui maintenant commencent à proposer des contrats à des traducteurs en vue de faire des traductions via DeepL ou une IAG et qui leur disent comme vous allez passer par une IAG, ça va vous prendre moins de temps, donc forcément je vais moins vous payer. Donc on a déjà là des pertes d'activité, des pertes de rémunération qui sont assez inquiétantes. On est à 64% de rémunération en moins chez les traducteurs. Je ne sais pas si ça c'est un chiffre que vous aviez à votre connaissance, mais il est quand même assez flippant de voir aussi que chez les illustrateurs, on est à quasiment moins 30% de rémunération. Et surtout, ça va permettre de générer il risque d'avoir une baisse du prix psychologique de ces œuvres d'art, de ces œuvres de l'esprit au sens large, dès lors que vous allez pouvoir vous choper des quantités astronomiques de données pour quasi rien en termes d'investissement. L'impact économique, il est peut-être à soulever aussi du côté principalement du livre, moi, parce que c'est mon domaine d'activité, mais on a vu apparaître beaucoup de couvertures générées par l'IA. Vous voyez, cette image, là, on la voit au milieu. C'est assez vieux, maintenant, l'IA fait des choses beaucoup plus propres. Mais il est évident que ces couvertures de livres, qui étaient des gagne-pains assez importants pour les auteurs, disparaissent de plus en plus. Et donc, rester en activité de création va être vraiment très compliqué pour les auteurs. Et c'est la même chose pour les informateurs, les journalistes, qui sont là face à des vraies problématiques, mais qui se posent maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu passer, là, il y a une enquête qui est sortie en Belgique où on a révélé que dans les magazines Elle, Marie-Claire et Psychologie, il y avait des articles qui étaient entièrement générés par l'IA, qui étaient faux, et qui étaient en plus associés à des faux journalistes qui n'existent pas. Donc c'est des enjeux de création et d'information qu'il va falloir prendre en considération. On le voit, on a vu apparaître énormément de contenu, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les affiches, même les affiches financées par les fonds publics. Donc ça questionne aussi sur nos pratiques, évidemment. Et puis, un autre élément que je trouve assez intéressant, c'est le phénomène de surproduction et d'éviction. C'est-à-dire que comme on n'est plus en mesure de savoir si c'est vraiment de l'IA ou si c'est pas complètement de l'IA, on a vu, par exemple, des magazines scientifiques refuser les nouveaux entrants à partir du moment où ils ne vous connaissent pas. Ils disent non, je vais travailler avec ceux que je connais parce que j'ai une garantie
que ce soit un humain. Et donc on a par exemple ce magazine qui, en décembre 2022, s'est vu, il a été face à une augmentation sans précédent du nombre d'articles qui ont été déposés, et donc avec une fermeture aux nouveautés parce que une éviction trop surprenante du nombre de contenus synthétiques. Alors évidemment, vous savez que ça a des impacts civilisationnels. Je vous ai mis des exemples, mais tout ça, vous le savez. Moi, j'adore le saumon dans la mare, qui apparaît ici, ou Mère Teresa qui lutte contre la pauvreté. Ça, c'est absolument abject. Mais il est évident que quand on questionne nos étudiants, moi, je le vois par rapport à mes étudiants à l'université, qui j'ai eu le plaisir de corriger des mémoires. Entièrement, je dirais pas, mais en tout cas en partie générée par l'intelligence artificielle, avec des fausses jurisprudences, avec des traités qui n'existent pas, avec des manuels qui n'existent pas, et des raisonnements qui sont là, mais qui sont totalement creux, et avec en plus des biais qui sont assez épouvantables. Et donc nécessairement, c'est peut-être aussi un enjeu juridique, ou en tout cas civilisationnel, qu'on doit prendre en considération. Et puis, peut-être finir sur quelques pistes. Voilà où on en est aujourd'hui. Eh bien, dans les réflexions qu'il y a en ce moment au ministère de la Culture, il y a cette idée justement de protéger la qualité d'auteur, si tant est qu'on puisse encore la protéger dès lors qu'on ne sera plus vraiment en mesure de distinguer ce qui a été généré ou pas par une IA. Je vous l'ai dit, ses conséquences techniques, ses conséquences fiscales, ses conséquences sociales, ses conséquences juridiques. Quelques pistes de réflexion également qu'on pourrait lancer sur les utilisateurs éditeurs, quand on édite des contenus. Est-ce qu'on perd la qualité d'éditeur quand on édite un manuel scolaire entièrement généré par une intelligence artificielle? Je pense que oui, parce qu'en fait, il s'agit normalement d'éditer une œuvre de l'esprit qui répond aux critères de l'œuvre de l'esprit. Quid de la protection du livre si on demande à l'auteur d'utiliser de l'IA? Est-ce qu'il n'y a pas des règles à mettre en place en matière d'information, en matière de transparence? Quid des aides publiques? Bref, je vous ai mis plein de questions qu'on se pose en ce moment et sans forcément y avoir de réponse tout à fait concrètement. Et puis peut-être un dernier élément sur les utilisations. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on peut aussi être peut-être force de proposition à propos de la transparence? Est-ce qu'on peut exiger d'être informé, d'être au minimum confronté à, je ne sais pas, une obligation de labelliser quand on utilise l'IA? C'est quelque chose qu'il faut soulever. Est-ce que des réflexions sont lancées de votre côté pour soutenir la création humaine? On fait intervenir des auteurs dans les écoles, mais jusqu'à quand en fait? Parce que c'est quand même des activités secondaires qui leur permettent vraiment de rester en activité professionnelle. Et là, on a quand même quelque chose qui nous fait prendre conscience que ça va être de plus en plus compliqué. Et puis peut-être encore un mot sur l'opt-out et voilà, rappeler que chaque utilisateur finalement, en faisant circuler des données, peut anéantir tous les efforts qui ont été mis en place par les titulaires au moment où ceux-là ont pratiqué l'opt-out. Voilà. C'était un peu les bases que je voulais vous présenter avant d'envisager d'en discuter plus longuement avec vous. Je suis maintenant à votre entière disposition pour toutes les questions que vous posez, si tant est que je puisse y répondre. Voilà. Alors, il y a déjà une personne qui va poser une question, mais allez-y. Oui, alors moi j'ai une petite question par rapport à un peu ce qui a été dit, mais je prends un exemple qui a fait fureur, j'ai envie de dire, ces derniers temps, notamment avec la génération d'images Studio Ghibli. Donc si on part sur le principe de, j'ai ma photo que j'ai fait moi-même, que je vais publier cette photo dans ChatGPT, et que je vais lui demander, prompter, de justement transformer cette photo en studio image style Studio Ghibli. En termes de droit d'auteur, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Puisqu'il y a la question de l'image, elle m'appartient, mais en même temps, j'ai exploité, j'ai envie de dire, la production, j'ai envie de dire, l'œuvre de l'esprit du Studio Ghibli, de la façon dont ils dessinent justement leurs images. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez filé votre photo à OpenAI gratos. Ça, c'est déjà un enjeu aussi, parce que quand on y pense, à partir du moment où tout le monde s'est jeté sur cette application pour générer sa propre photo à la manière d'eux, en fait, on donne aussi des données qui ont une valeur. Il y a aussi peut-être quelques règles à rappeler en matière de données personnelles.
Ce qu'il en résulte, c'est qu'on ne peut pas reprocher à cette IAG de générer des produits contrefaisants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites partie du process et que vous utilisez l'image, vous êtes vous-même, en tant que responsable des contenus que vous générez, eh bien, susceptible d'être poursuivi pour avoir utilisé une image contrefaisante. Alors après, je ne vous dis pas que ça va être simple non plus, parce que les titulaires de droits que vous visez ici devront quand même juste expliquer en quoi ce contenu précisément et contrefaisant à l'égard de leurs propres œuvres de l'esprit protégées au titre du droit de la propriété intellectuelle. Voilà. Le fait de faire quelque chose à la manière d'eux est assez peu souvent suivi de sanctions. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer qu'il y a une contrefaçon. Vous voyez, il y a une petite limitation. Après, si vraiment on se retrouve face à un produit dont qui est vraiment dans la copie, il y a une copie quasi servile qui va engendrer la qualification de contrefaçon, à ce moment-là, il n'y a pas de doute possible, vous pouvez être un contrefacteur. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous avez-vous une question aussi? Merci. Je reviens sur l'exemple que vous avez donné de l'éditeur qui commercialiserait un ouvrage rédigé intégralement par l'IA. La question que ça me pose, c'est que dans le cas général, on n'est pas capable de démontrer, en tout cas avec les productions écrites, qu'elles ont été réalisées par de l'IA. Et donc comment est-ce que ça peut être opposable à cet éditeur? De même, un journaliste qui ferait générer un article par une IA ou un étudiant son mémoire de master, de quelle manière ça peut être opposable, sachant qu'on ne peut pas démontrer que c'est une IA qui a réalisé le travail? Non, mais vous voyez, là, vous êtes en train de mettre le doigt sur le nœud du problème. C'est-à-dire qu'il va falloir partir du postulat que toutes les règles spéciales qu'on a mis en place pour des livres d'œuvres originales, des œuvres originales qui sont représentées sous forme de livres, qui ont un régime juridique spécial, avec souvent des règles plutôt favorables, plutôt bénéfiques. La question qui va se poser, c'est... théoriquement, elles ne peuvent pas concerner des contenus synthétiques, mais comme on ne va pas être en mesure d'identifier réellement les contenus synthétiques, ça veut dire que ceux-là vont être, par effet d'ondulation, soumis au même régime juridique. Sauf à ce que l'éditeur fasse preuve d'une parfaite loyauté, d'une grande transparence, en disant, voilà, moi, ce livre scolaire, c'est entièrement de l'IA, c'est illustré entièrement par l'IA, et je décide d'assumer ce choix en recourant à, un label, on pourrait imaginer une labellisation. Ce livre est 100% un livre généré par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Moi, je suis sûre que non, quoi. C'est-à-dire que autant il y a eu un effet bad buzz au départ. Je vous ai mis, c'est des sujets un peu sensibles parce que ça fait partie des choses qui ont un peu éveillé les débats très. Mais vous voyez, là, par exemple, c'est une bande dessinée qui a été diffusée il y a 2 ans maintenant. Par 2 éditeurs rennais. Très clairement, quand ils ont sorti l'ouvrage, il y a eu un bad buzz assez hallucinant sur les réseaux sociaux où les auteurs se sont saisis de ce sujet en disant mais c'est scandaleux d'imaginer qu'ils ont pu recevoir des subventions publiques pour pouvoir fabriquer une bande dessinée entièrement avec Midjourney. Vous voyez, et pour le coup, eux ont fait le choix de dire on assume, c'est Midjourney qui a fait les images. Mais est-ce qu'on aura toujours ce niveau de transparence? Pas sûr. Donc il faut réfléchir en fait aux sanctions, mais en même temps, comment voulez-vous vérifier, puisque techniquement, comme vous l'avez dit vous-même, pour l'instant, aucun logiciel ne peut nous garantir avec certitude que le contenu qu'on a là, il est un peu, beaucoup, passionnément fait avec de l'IA ou avec de l'humain. Donc, vous voyez, j'ai une réponse juridique, je botte en touche lamentablement. Vous l'avez vu? Oui, bonjour. Benoît Ducange de l'INSPE d'Amiens. Je voudrais approfondir un peu la question des fuites de données que vous avez un petit peu évoquées tout à l'heure avec la question des photos, puisque nous, on a nos cours, on a aussi les copies de nos étudiants, on peut utiliser l'IA pour générer des questionnaires d'entraînement, des flashcards, des contenus interactifs, mais aussi utiliser l'IA pour avoir des retours sur des productions d'étudiants qui ne sont pas les nôtres. Et dans ces cas-là, il y a des données qui sont transmises à des services numériques privés, et donc des données qui s'en vont dans la nature. Et
de la propriété intellectuelle quelque part qui nous échappe, donc la nôtre ou celle de nos étudiants quand ce sont des travaux de nos étudiants. Tout à fait. Il y a un enjeu, la donnée, enfin, sans doute vous avez déjà vu ça ce matin, mais on le sait, sans données fiables, sans données fraîches, le modèle d'IAG va avoir à un moment donné un risque d'hallucination. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu. C'est les données qui n'existent pas, c'est les données qui, justement, qu'on lui fait avaler en vue, j'en sais rien moi, de reformuler un texte, ou pourquoi pas de donner son avis sur tel ou tel rapport qui pourrait être ingéré. Il y a une certitude, c'est qu'à partir du moment où vous le chargez, vous ignorez a priori la destinée du fichier que vous avez chargé. Ça veut dire qu'il peut tout à fait être susceptible d'être analysé en vue de continuer à entraîner le modèle d'IAG, de la même façon qu'on peut imaginer que des données vont être recrachées dans un output qui pourrait être, je sais pas moi, qui pourrait suivre un prompt d'un autre utilisateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que partant de là, n'ayant aucune certitude sur la manière dont ces données sont protégées, et je pense qu'il n'y a pas de spoil, enfin, à mon avis, elles ne le sont pas. La sécurisation n'est pas suffisamment garantie par les entreprises de la tech à cet endroit-là. Il ne faut mettre aucune donnée perso au moment où vous chargez votre prompt. Enfin, ça me paraît évident, si ce n'est que, et au risque d'engager votre responsabilité justement parce que atteinte aux droits des données personnelles, quoi. Tout à fait. Il y a des avocats, par exemple, qui vont faire ingérer des conclusions en vue d'avoir, je ne sais pas, un retour juridique sur les conclusions. Donc ça veut dire que c'est bourré de données qui vous informent sur l'identité, sur les adresses postales. Enfin, c'est un peu dangereux. Enfin, c'est même très dangereux. C'est très déconseillé. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en fait... Oui, complètement. Moi, ce qu'on voit, c'est que dans un certain nombre d'entreprises privées, il y a des services internes qui sont mis en place pour pas que les données, pour qu'elles restent en interne. Et pour l'instant, c'est un dispositif dont on n'a pas l'accès, en tout cas de façon généralisée. Mais alors, à la fois, j'en ai discuté moi avec des avocats justement qui s'en servent et ils me disaient, mais alors ça veut dire que si on anonymise tout, on peut lui faire ingérer le dossier, quoi. C'est quand même une question tendue, quoi, parce qu'à la fois, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais il faut être garant que l'anonymisation de toutes les données a été parfaitement réalisée, quoi. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire, pour avoir travaillé sur le problème de l'anonymisation, on peut dire aujourd'hui, c'est sûr, on ne peut pas garantir une anonymisation intégrale, complète d'une œuvre qui n'a pas été lue par un humain. D'accord. Oui, bon, la réponse est claire. Je crois qu'il y a d'autres prises de parole. Oui, enfin, c'est juste une petite question technique. Vous avez parlé tout à l'heure de votre ami par rapport à sa base de données. Oui. Enfin, je vois bien que l'opt-out, c'est très difficile. Du coup, comment il a procédé? C'est vraiment sur tous ces sites. Parce que c'est compliqué de le mentionner partout. Il a été sur là où il y a sur son site, techniquement, il a fait comment? En fait, il a fait sur tous les sites dont il a la gestion, donc ses blogs, ses réseaux, il s'est garanti. Il a garanti que chaque illustration qu'il va poster soit associée à des métadonnées qui, justement, précisent qu'il a exercé son droit de réserve. Mais simplement, encore une fois, on se retrouve avec une question de savoir comment on doit exprimer l'opt-out pour s'assurer qu'il sera suivi. Et est-ce qu'on échappe vraiment à l'exception TDM en faisant cela? Alors, moi, je suis sûre que non, parce que je vous ai dit, d'abord, on a... disons qu'à partir du moment où votre œuvre est dans la base de données, si vous réalisez l'opt-out trop tard, parce que oui, on a oublié de redire ça, mais les données ont été prélevées bien avant que la directive 2019 soit mise en place. Techniquement, en fait, pour s'assurer que son œuvre ne soit jamais prise en considération à aucun moment dans le processus, on devrait se dire, à partir du moment où elle a été aspirée, j'ai exercé l'opt-out, donc ça veut dire qu'on ne respecte pas mon droit de réserve. Donc l'exception qui, normalement, s'applique à condition d'avoir un garde-fou,
n'a pas lieu de s'appliquer. Donc on revient à la première étape, c'est-à-dire c'est une atteinte à mon droit de reproduction. Et donc partant de là, on devrait pouvoir, je ne sais pas, demander au titre de sanction que l'entraînement recommence à zéro sans mes œuvres. C'est impossible, vous voyez. Donc c'est pour ça que l'opt-out en l'état n'est pas efficace. Voilà. Et que la Commission européenne est en train, dans ce moment même, de réfléchir à une mécanique qui permettrait de rendre l'opt-out efficace. Donc c'est pour ça que ça questionne la fabrication de la norme, parce que vous voyez bien, on a mis en place une directive avec un garde-fou qui ne fonctionne pas, dont on réfléchit en ce moment à la mise en place d'une règle qui nous permettrait de le rendre efficace, alors que le mal est fait, en fait. Toutes les œuvres ont déjà été aspirées et nos artistes sont déjà en train de subir les pertes d'activité et de rémunération que j'ai évoquées. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Didier Rieux, INSPE de Rennes. J'ai une question, je n'ai pas de réponse, vous la connaissez sans doute. Dans quelle mesure aussi le propriétaire de l'intelligence artificielle n'est pas aussi propriétaire de l'œuvre produite ? C'est-à-dire dans quelle mesure, vous avez parlé d'une BD qui a été produite par Midjourney, dans quelle mesure Midjourney ne pourrait pas réclamer une partie des bénéfices, par exemple, de la vente de la BD ? Alors, il y a deux questions. Parce qu'il y a d'abord, est-ce que je peux, en tant que développeur, revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur un contenu synthétique ? On peut revenir rapidement sur ce premier point. À partir du moment où vous êtes juste propriétaire du processus qui permet de générer du contenu synthétique, à mon avis, vous ne pouvez pas revendiquer de droit de propriété intellectuelle sur ce que votre IAG va générer comme contenu synthétique. Sauf à changer le droit. Mais là, en l'état actuel du droit positif, vous voyez, c'est absolument impossible. L'autre point de vigilance, c'est que ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas signer des licences pour se mettre d'accord sur une répartition des valeurs qui vont être générées par le contenu synthétique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Midjourney, demain, dans ses conditions générales d'utilisation, vous oblige à reverser une partie des bénéfices que vous auriez gagnés en exploitant des contenus synthétiques à titre commercial. Vous voyez, ça, on pourrait imaginer qu'elle le ferait. D'ailleurs, elle ne le fait pas. L'entreprise ne le fait pas, mais indirectement, on est quand même dans un service payant, et donc, vous voyez, c'est des conditions qu'elle pourrait mettre en place. Oui. Juridiquement, encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle que c'est dépourvu de valeur économique. Et après, ce sont les règles du marché telles qu'on les connaît dans tous les autres secteurs d'activité, quoi, qui s'appliquent et donc qui font l'objet de négociations. Voilà. Peut-être une réflexion complémentaire. Actuellement, donc, pour votre parfaite information, on est en train de lancer justement un chantier de concertation devant le ministère de la Culture entre, d'un côté, les développeurs d'intelligence artificielle et donc de l'autre, les ayants droit culturels. Et donc, les perspectives d'avenir qui nous apparaissent possibles sont vraiment la création de marché. Enfin, c'est comme ça qu'on tend à aller vers de la création de marché de façon justement à sécuriser juridiquement les usages tout en garantissant à celles et ceux qui nourrissent l'IAG une rétribution. C'est un petit peu la manière dont les choses, on a l'impression, se mettront en place dans les prochaines années. Mais encore une fois, vigilance évidente, c'est que quelle rémunération pourra compenser les pertes d'activité. Et puis, je dirais, tout le reste, quoi. Les enjeux civilisationnels que je pointais, les problématiques de délégation excessive à la machine. Moi, ce n'est pas mon domaine d'activité, mais je veux dire, en tant que maman d'un enfant de 8 ans, je suis hyper sensibilisée à ça. Et quand je vois nos étudiants qui proposent des mémoires entièrement générées par l'IA, je me dis, en fait, peut-être que c'est justement la fabrication ou le fait de phosphorer, de se générer soi-même des contenus avec la force de l'esprit qui nous rend plus compétents. Et donc, il y a un vrai enjeu de ce côté-là, c'est la délégation excessive à la machine. Et le deuxième point, c'est peut-être que dans un océan de contenu, si demain, on n'arrive plus à déterminer avec certitude ce qui est généré par le sachant,
il y aura aussi un risque dans l'utilisation des ouvrages à voir apparaître des trucs absolument abominables et faux. Et à la question, est-ce que les IA génératives de contenu juridique sont fiables ? Non. Je peux vous assurer que ne demandez pas à ChatGPT de vous faire une consultation juridique parce que ce qu'il en ressort est absolument... J'allais dire un truc vulgaire, mais je ne voudrais pas finir sur un truc vulgaire. Mais me fait penser que on ne peut pas lui faire confiance, quoi. Alors, je réfléchis comme ça, mais bon, moi, je suis capable de voir, d'apprécier la valeur d'un contenu juridique. Et je fais écho à ce que vous disiez par rapport à l'usage. On ne sait pas bien comment étaient les photos au Moyen-Âge, donc il n'y en avait pas, donc c'est logique, mais comment était telle ou telle représentation. Et ce qu'il en ressort, c'est que dans certains secteurs d'activité, on a du mal à retrouver de vraies images du Mexique ou de vraies images de chimpanzés réels, par exemple. Vous voyez, les auteurs peinent déjà à faire le tri parmi tout ce qu'ils trouvent. Donc autant vous dire qu'on a sans doute des pans entiers qui vont être demain entièrement synthétiques et ça peut que susciter une inquiétude. Voilà, je voudrais finir. J'arrivais un petit peu avec mes étudiants à voir un petit peu les images générées par une IAG et à voir un petit peu. On arrivait un petit peu à détecter aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et ça va faire que s'améliorer. On n'arrivera plus en fait à détecter le vrai du faux. Ça, c'est une vraie question qui se pose, quoi. Ouais, tout à fait. Le Conseil culturel de Bretagne, qui est une assemblée consultative de la région Bretagne sur les questions de la culture au sens large, s'est saisi de ce sujet et a rédigé un rapport pour mettre en place des choses très concrètes demain, enfin même pas demain, c'est aujourd'hui en fait, pour les acteurs culturels bretons. Je vous invite à aller la consulter, c'est une étude qu'on trouve facilement sur le web. Et on s'était amusé à générer des images sur la Bretagne. Alors je sais qu'il n'y a pas que des Bretons ici, tant pis pour vous. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent peut-être davantage la culture bretonne, vous aurez plaisir à voir la manière dont Midjourney ou Leonardo AI représente le fest-noz, les coiffes bretonnes, les drapeaux bretons. Et tout ça fait penser aussi qu'il y a des enjeux culturels très forts, avec peut-être pour certaines langues la possibilité de résister et surtout de ne pas être totalement standardisé, homogénéisé au point d'en perdre la singularité, quoi. Et ça, c'est des enjeux, je pense, que vous savez aussi identifier parfaitement sans l'aide d'un juriste. Moi, j'ai fini à peu près mon exposé. Je ne sais pas si vous avez d'autres réflexions, questions, besoin de compléments. On n'a pas parlé d'Europe ? Vous voulez parler de quoi en Europe ? Non, parce que il me semble que j'ai parlé de la directive européenne et de la Commission européenne. Où en est-on de la communauté ? Non, non, mais parce que vous avez évoqué le droit français, vous avez interrogé le droit français, mais est-ce qu'il y a est-ce que l'Europe s'intéresse, j'imagine que l'Europe s'intéresse au sujet, est-ce qu'il y a un peu de convergence sur un sujet nouveau ? Il n'y en a pas tant de ça, finalement, de sujets nouveaux sur lesquels l'Union européenne se penche au moment où ce fait nouveau arrive. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir une réglementation consensuelle Non. Non, mais je vais vous répondre. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà qu'en 2019, quand je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie question qu'on doit se poser sur les enjeux de fabrication de la norme. C'est qu'en 2019, la directive, elle est discutée à Bruxelles, en fait. Donc c'est l'Union européenne qui lance la réflexion autour de l'exception TDM, l'exception Text Data Mining. Et quand on pose la question à celles et ceux qui étaient présents, vous savez, il y a beaucoup de lobbyistes qui sont très efficaces au niveau de l'Union européenne, qui ont des moyens assez importants qui leur permettent de rester de façon continue en contact avec les acteurs de l'Union européenne, et qui nous expliquent que, au moment où en fait ils étaient concernés par les problématiques de TDM, ils ne savaient pas du tout à quoi ça servait. Donc, en fait, ils ont plus ou moins accepté que cette directive intègre des exceptions sans avoir en tête les conséquences pratiques, technologiques de l'exception TDM. Donc, ça nous questionne.
Et il y a un peu un aveu de faiblesse de la part de la Commission européenne qui est intervenue quelques mois après qu'on a vu apparaître les premières IAG qui disaient en gros, bah oui, effectivement, on n'avait pas conscience que ça allait générer ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a fabriqué la norme bien trop vite. Et là, la question maintenant, c'est de réparer. Et en même temps, c'est de réparer dans un contexte politique qui est tendu, puisqu'il y a aussi un enjeu d'être le paradis de l'intelligence artificielle. Et souvent, dans les discussions, on entend tout le temps la même chose. Aux États-Unis, on invente, en Chine, on copie, en Union européenne, on régule, et on empêche au marché de se développer. Et c'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en considération. Alors après, c'est des domaines qui m'échappent complètement, et je regarde juste en tant que citoyenne européenne. Mais je sais que la propriété intellectuelle est plutôt vue comme un obstacle que comme quelque chose dont on est fier et qu'il faut porter en haut des valeurs de l'Union européenne. On s'en fout un peu de la propriété intellectuelle, pour tout vous dire. Et donc c'est plutôt dans le sens d'une dérégulation de l'API qu'on semble vouloir aller, ce qui ne nous rassure pas, évidemment. Il faudrait finir sur une note positive, non ? Merci. Ouais, c'est chouette, il fait beau. Voilà, merci beaucoup.